Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver dans votre rendez-vous sur Face de Vérité. C'est une experte dans les technologies de l'information que nous recevons. Elle est titulaire d'un DES en réseau informatique et multimédia et a exercé des responsabilités croissantes et variées dans l'administration publique, le privé et les ONG. Elle a aussi une riche expérience internationale dans le domaine de la gouvernance de l'Internet et de l'économie numérique. Elle est doctorante d'ailleurs en informatique. Je reçois pour vous Madame Infrastructure numérique, car elle a la lourde mission de traduire en réalité le rêve d'un Burkina Faso numériquement au rendez-vous du développement. C'est un objectif qui figure en bonne place dans le programme présidentiel. La ministre du Développement de l'économie numérique et des postes, Adja Ouattara Sano, est notre invitée. Avec elle, nous parlons des grands projets du Burkina Faso en matière d'infrastructure numérique. Madame, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Je vous en prie. Alors, comme je le disais tout à l'heure, vous avez une riche expérience dans le domaine de l'économie numérique. Déjà, parlez-nous de votre parcours. Comment la jeune fille de l'époque qui s'intéresse à des études qu'on pourrait qualifier en griffe d'études de luxe, d'informatique, comment ça s'est fait? Bon, merci beaucoup et merci donc de l'opportunité que vous m'offrez en venant échanger avec vous sur votre plateau et sur votre chaîne de télévision. Alors, pour revenir à mon parcours, mes études informatiques, je ne pense pas qu'au jour d'aujourd'hui, et même à l'époque, que l'informatique soit réellement considérée comme une étude de luxe. Et déjà, en son temps, j'ai eu la chance d'avoir une maman qui était maquetteur, si je peux le dire ainsi, ou compositeur. Elle travaillait déjà dans une imprimerie et à la faveur donc, de l'évolution technologique, elle a eu à changer d'outil de travail. Donc elle a commencé à travailler sur les Macintosh, en son temps les Mac, et à chaque fois qu'elle rentrait, elle nous parlait de son outil de travail. Et moi, à l'époque, ça m'avait fasciné, ça m'avait donné l'envie de découvrir cet outil qu'est l'ordinateur. Donc quand il s'est agi d'aller à l'université, et vu qu'en son temps, il y a eu le transfert de l'université, en tout cas sa partie technique, à Bobo-Dioulasso, étant de Bobo, j'avais la chance de faire mes études et tout en restant dans le cadre familial. Donc je n'ai pas hésité, je suis allée faire le test et Dieu merci, ça a marché et voilà, j'ai commencé donc mes études en informatique à l'université polytechnique de Bobo-Dioulasso, aujourd'hui université Nazi Boni, et donc j'ai suivi les cours à l'école supérieure d'informatique. Tout est parti donc de la profession de maman, on peut le dire. De maman, oui, qui magnifiait déjà l'outil informatique. D'accord. Alors, depuis vous êtes engagé, après ces études donc, dans ce domaine-là, à faire en sorte que le Burkina, en tout cas, connaisse l'émergence d'un écosystème numérique. Déjà, vous avez, comme je l'ai dit en introduction, été militante, que ce soit dans le public ou dans le privé. Vous avez dirigé la fondation Femmes Éthiques. Oui, c'est bien cela. En fait, dès que j'ai commencé à travailler, j'ai tout de suite milité dans les associations TIC au niveau national, d'abord avec l'association pour l'UNIX et les logiciels libres au Burkina Faso, et au plan international avec l'association africaine des utilisateurs de logiciels libres. Et cela nous a amené à organiser les rencontres africaines du logiciel libre, à participer aux rencontres mondiales du logiciel libre. Et chemin faisant, dans la gouvernance de l'Internet, avec la société internationale donc, qui gère les ressources critiques d'Internet. Et j'ai eu l'honneur, avec 2 autres personnes, de porter la voix de l'Afrique au niveau international, c'est-à-dire porter la voix des utilisateurs finaux d'Internet. Alors, au niveau national, comme vous le disiez, j'ai été secrétaire générale de la Fondation Femmes Éthiques. Et là, chemin faisant, enfin, depuis des années, avec d'autres collègues techniciennes, nous avons pensé que les TIC, en fait, étaient un outil formidable pour les femmes.
Et nous nous sommes mis ensemble pour créer la Fondation Femmes Éthiques pour aider à réduire la fracture numérique genre. Parce que le genre aussi, c'est aussi le défi, c'est aussi à ce niveau. Oui, il y a une fracture numérique sud-nord. Il y a aussi une fracture numérique genre entre les hommes et les femmes. On n'a pas égal accès non seulement aux études techniques et aussi à l'informatique. Et étant du métier, comme je le disais tantôt, mon travail, mon boulot m'a souvent amené hors du pays. Et il fallait trouver un moyen de rester en contact avec la famille, de rester en contact avec les enfants. Et cela n'est possible qu'avec la technologie. Donc déjà, ma personne, je mesurais l'importance de la technologie. Étant en mission, je pouvais suivre même le devoir des enfants. Et ça, ce n'est possible qu'avec la technologie. Donc on s'est mis ensemble pour créer la Fondation Femmes Éthiques, pour faire bénéficier le maximum de femmes possible des avantages qu'offre le numérique. C'est ça qui nous a amené à créer la Fondation Femmes Éthiques. Et si vous regardez un peu partout dans la sous-région, il y a des fondations, des associations femmes éthiques qui se sont créées. Et je viens d'ailleurs d'Abidjan où nous sommes en train de mettre le réseau africain des femmes TIC dans le domaine du numérique, pour vraiment aider à réduire la fracture numérique genre. Et cette fracture numérique, comment vous la voyez aujourd'hui au Burkina? Elle est criarde, elle est palpable et je dirais c'est la même fracture qui existe dans le domaine technique, dans les filières scientifiques. Vous voyez, il y a plus de jeunes garçons qui s'orientent vers les filières scientifiques que de filles qui s'intéressent donc à ces filières. Donc cette fracture-là est criarde, il faut que nous arrivons à développer des initiatives pour arriver à réduire, parce que l'avantage de la technologie est vraiment une réalité. Et les technologies offrent beaucoup de solutions. Je veux parler du télétravail, par exemple, qui est une opportunité pour les femmes. C'est-à-dire non seulement ça permet à la femme d'être autonome sur le plan financièrement, et aussi d'avoir un confort familial, le bien-être familial. Le télétravail, si c'est développé dans nos pays, ça permet à la femme non seulement de rester à domicile, de travailler, d'avoir une rémunération, mais aussi d'avoir du temps pour sa famille et donc contribuer à la construction d'une société plus ou moins équilibrée. Voilà. Et là, parlant de votre engagement, ça vous a conduit auprès également de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, en tant qu'experte. Tout à fait. Chemin faisant, effectivement, j'ai été cooptée par l'OIF dans le domaine de l'entrepreneuriat numérique des femmes et des jeunes. Toujours dans le côté genre, hein? Oui, côté genre, vraiment plus spécifiquement l'entrepreneuriat numérique des femmes et des jeunes. Voilà. Alors, entrepreneuriat numérique au Burkina Faso, comment est-ce qu'on fait l'état des lieux aujourd'hui au niveau du Burkina Faso? Bon, je dois dire que l'entrepreneuriat numérique au Burkina Faso est encore timide. Encore timide, même s'il y a des avancées. Rien que cette semaine, nous avons suivi à travers la presse une jeune entreprise qui fait de la web diffusion, qui est une jeune entreprise dans le domaine du numérique. Nous avons vu aussi le salon e-commerce qui a ouvert ses portes et qui est organisé et animé par des jeunes entrepreneurs dans le domaine du numérique. Mais qu'à cela ne tienne, nous pensons que l'entrepreneuriat numérique au Burkina n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière et que beaucoup de choses doivent être faites pour améliorer cela. Je parle de la construction d'infrastructures de base, parce que ça, c'est un handicap qui s'oppose donc aux entrepreneurs dans le domaine du numérique. C'est aussi, comme on le dit de façon globale, le développement, ce sont les infrastructures. Dans le numérique, c'est également le cas. Dans le numérique, c'est exactement le cas. Et c'est sûrement ce qui justifie les grands projets de votre ministère, parce qu'effectivement, le e-commerce, c'est de bonnes perspectives si effectivement toutes ces infrastructures sont mises en place. Le e-commerce, son développement, c'est quand même une bonne perspective pour le Burkina Faso. Oui, une très bonne perspective, beaucoup d'opportunités pour la jeunesse. J'en veux pour preuve des pays comme le Nigeria, où l'industrie du numérique est en marche, avec le développement de l'industrie du cinéma, le e-commerce. Quand vous allez au Nigeria aujourd'hui,
le e-commerce a tellement pris de l'ampleur et ça crée énormément d'emplois pour la jeunesse. Alors, donc, tout cela nécessite donc des infrastructures, mais avant d'en parler, d'en arriver au grand projet de votre département, avant le portefeuille ministériel, vous étiez chef du guichet virtuel unique. C'est quoi le guichet virtuel unique? Alors, le guichet virtuel unique, c'est une plateforme web, c'est une porte d'entrée unique à tous les services électroniques de l'administration publique. Un usager qui a besoin d'un service quelconque de l'administration et il ne sait pas où se diriger, il va sur le guichet virtuel, il a non seulement l'information sur le document ou le service dont il a besoin, les procédures, et si le service est disponible en ligne, il peut appliquer pour se faire délivrer soit son certificat de nationalité, un casier judiciaire, en tout cas n'importe quel service ou prestation que l'administration est amenée à rendre aux usagers. C'est ça le guichet virtuel. C'est vraiment l'aboutissement de l'e-gouvernement. E-gouvernement. Et tout cela derrière, c'est aussi une question de sécurité. La question de la sécurité aujourd'hui est une question aussi importante dans le domaine du numérique. Importante. Parce que très récemment, on a entendu parler de ces attaques de sites du gouvernement. C'est vrai, c'est vrai. C'est une question que nous prenons vraiment à bras le corps pour inciter les gens dans l'usage de l'outil informatique. Il est important que nous arrivons à les mettre en confiance. Donc c'est vraiment une question, une préoccupation. Et vous avez au niveau gouvernemental une agence vraiment dédiée à la sécurité des systèmes d'information du gouvernement. Ça s'appelle l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, et qui est sous la tutelle technique du Premier ministre. Et la Semaine nationale de l'Internet, la dernière édition, a porté également sur ce thème, la sécurité. Effectivement, la dernière édition, la 13e, déjà était largement consacrée sur les questions sécuritaires, sécurité des systèmes d'information, mais sécurité des biens et des personnes. Et comme je l'ai dit, pour inciter les gens dans l'usage, on est obligé de les mettre donc en confiance. D'accord. Alors, avant d'en venir au grand projet, également au niveau de notre ministère, on a constaté que depuis votre arrivée, il y a plus, à la limite, pratiquement plus de manifestations de travailleurs, de syndicats. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça veut dire que le dialogue est bien en marche au niveau de votre département? Bon, on va dire Dieu merci, entre griffes. Au ministère, depuis ma prise de fonction, nous nous sommes rencontrés, en tout cas avec les partenaires sociaux, par moment, et nous avons échangé, nous avons convenu de mettre en place un cadre permanent de dialogue entre nous, et ce qui est le cas aujourd'hui. Et comme nous sommes dans un secteur spécifique, c'est-à-dire le numérique, nous avons convenu que nous n'allons pas attendre qu'il y ait un souci pour nous parler. Le dialogue est permanent. Le dialogue est permanent et la technologie le permet, donc on est dans cette dynamique. D'accord. Alors parlons à présent donc de ces grands projets. Et parmi ces grands projets, il y a le G-Cloud. Et qu'est-ce que c'est le G-Cloud? Alors le G-Cloud ou le cloud gouvernemental, c'est un projet d'infrastructure mutualisée. Vous avez souvent entendu parler du cloud computing, c'est-à-dire il s'agit d'utiliser des ressources informatiques sans les posséder réellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une jeune entreprise qui se met en place n'a pas besoin d'investir, c'est-à-dire de faire installer un réseau local, d'acheter des serveurs, d'acheter des licences d'applications métiers, d'applications de gestion. La jeune entreprise peut justement, avec un ordinateur et une connexion Internet, louer ses services et avoir le même confort de travail que s'il avait investi beaucoup de millions en s'installant un réseau et des serveurs et des applications. C'est ça le G-Cloud. Donc c'est un projet d'infrastructure mutualisée. On loue les services qui sont installés quelque part, donc quelque part on dit dans les nuages, c'est ça le cloud. On se préoccupe très peu de là où sont installés les serveurs, de là où sont installées les applications. Mais on a le confort comme si on les avait à notre disposition. C'est ça le cloud. Ok. Et lancé déjà il y a 2 ans, avec quel objectif? Ce projet, l'objectif général, c'était de permettre à l'administration d'avoir ce confort de travail et de permettre donc aux entreprises privées
de bénéficier en tout cas de ce confort de travail sans avoir à investir beaucoup d'argent dans les systèmes d'information. Et aussi la société civile, voilà, d'avoir des capacités de stockage, des applications métiers qu'ils n'auraient pas pu acheter tout de suite ou bien qu'il aurait fallu augmenter leur budget en matière d'IT, en matière informatique. Donc ce projet, en fait, facilite l'utilisation des technologies, non seulement dans l'administration, pour la rendre plus performante, mais aussi offre beaucoup de facilités pour les privés et la société civile. Parce que ces services, en temps normal, coûtent cher. Ça coûte cher de pouvoir s'installer un bon réseau local, de pouvoir acheter des serveurs de grande capacité et de dernière génération. Et ça coûte cher aussi les licences d'applications métiers, d'applications spécifiques. Alors, pour ce projet, c'est assez ambitieux quand même, c'est un coût aussi pour le gouvernement. Oui, c'est très ambitieux et c'est un projet que nous réalisons avec la collaboration du Danemark. Et c'est présentement exécuté par la société française Nokia. Ouais, c'est un coût d'environ 36 milliards de francs CFA. 36 milliards de francs CFA. Et ce projet, on parle d'une disponibilité pour 2017, qu'en est-il? Alors ce projet, on va dire, est déjà opérationnel pour ce qui concerne les serveurs installés à Ouagadougou, même si on dit que c'est quelque part dans le cloud. Et pour l'instant, nous sommes en train de déployer des applications métiers comme la messagerie du gouvernement sur le cloud. Et cette messagerie qui va permettre donc à l'administration non seulement d'être performante, d'avoir une mémoire, que la messagerie ne soit pas liée à l'individu mais à la fonction. Ce qui va permettre à l'administration de constituer au fil du temps la mémoire de l'administration. Et nous sommes aussi en train de déployer sur le cloud une base de données de l'ONI sur l'identification d'identité des Burkinabés. Et cette base de données va être consultable en fait en ligne pour les sociétés de banque, les sociétés de téléphonie qui ont besoin en temps réel de vérifier l'authenticité d'une pièce d'identité. Et ça, c'est en cours de déploiement. Vous avez d'autres applications métiers qui sont en train d'être déployées sur le cloud. Et pour 2017, donc pour 2018, on va travailler à transférer, en tout cas les plus grosses applications métiers du ministère des Finances, du ministère de la Fonction publique et de l'administration de façon générale. Est-ce qu'aujourd'hui, le Burkina a l'expertise, je vais parler de ressources humaines, pour conduire ce type de projet, pour la mise en œuvre? On va dire oui et non, parce que dans le cadre du projet, il est prévu une partie transfert de compétences techniques. Donc nos ingénieurs sont à pied d'œuvre, ils suivent donc les travaux. Et pour ce qui est de la messagerie et donc la base de données de l'ONI, le transfert est en train d'être réalisé par nos ingénieurs burkinabés. Donc, et ils se frôlent donc aux ingénieurs de Nokia et d'autres entreprises. Donc c'est pour dire que la relève est assurée et la maintenance va être assurée après la phase de contrat technique par nos ingénieurs. Parce que de telles opérations, j'imagine, il n'y a pas de l'à peu près, on n'a pas le droit à l'erreur. Bien sûr, il n'y a pas de l'à peu près. Et puis, comme nous sommes dans le domaine du numérique et avec l'Internet, il y a beaucoup de choses qu'on apprend sur le tas, mais il y a beaucoup de choses qu'on apprend aussi en ligne. Et puis, nous ne sommes pas renfermés sur nous-mêmes, nous nous frottons, nous envoyons souvent nos ingénieurs en formation, ils se frottent à d'autres compétences, donc ce qui fait que, en principe, on devrait pouvoir sans difficulté assurer donc la maintenance et même l'évolution donc de nos systèmes d'infrastructure. Il y a l'investissement dans la mise en œuvre de l'infrastructure, mais je suppose que derrière, de façon continue, dans la mise en œuvre au quotidien, c'est aussi d'autres coûts. Oui, la maintenance en général a un coût. Et puis, il n'y a pas que la maintenance. Nous sommes dans un domaine qui évolue à une vitesse exponentielle. Donc, par moment, il faut arriver à upgrader. Donc, ça a naturellement un coût. Mais c'est d'abord l'infrastructure de base, l'installation première qui est vraiment coûteuse. Et après, bon, c'est les coûts de redevance, c'est les coûts
des licences et c'est les coûts de maintenance. Est-ce qu'un retour, il y a un retour sur investissement justement? Oui, il y a un modèle économique puisque je vous ai dit, c'est ouvert, l'infrastructure est ouverte au secteur privé et donc il y a un modèle économique derrière, ce qui va nous permettre donc d'assurer et de rentabiliser à terme l'infrastructure. Ça veut dire que le Burkina y gagne également, ça veut dire qu'on pourra effectivement, il y aura retour sur investissement? Bien sûr, retour sur investissement et puis c'est une infrastructure vraiment gagnante, utile et vraiment nécessaire pour donc la digitalisation de notre pays. Derrière, encore une fois, la question de la sécurité va toujours se poser. Vous parlez de l'administration publique, mais aussi le privé. Ce sont des données et on pourrait toujours s'interroger comment on gère tout ça. Non, c'est vrai, la sécurité, c'est une quête permanente. C'est pour ça que nous avons une agence spécialisée dans le domaine. Mais dans nos différentes cellules informatiques, nous veillons au quotidien à ce que la sécurité et l'intégrité des données soient préservées. Non, la sécurité, c'est vraiment une quête permanente. Alors, entre le G-Cloud et puis il y a ce deuxième grand projet de votre département, le projet e-Burkina, on pourra se demander quelle est la différence? Alors, le G-Cloud, c'est un projet d'infrastructure, c'est des serveurs, c'est des applications métiers. Et le projet e-Burkina va nous permettre d'amorcer réellement la partie digitalisation, la partie applicative de notre administration. Et donc, le e-Burkina, c'est un ambitieux programme qui va permettre le développement des e-services dans l'administration, mais surtout dans des secteurs stratégiques comme l'agriculture, l'élevage, l'environnement, la santé, l'éducation et j'en passe. Donc le e-Burkina, c'est vraiment la partie applicative et le G-Cloud, c'est l'infrastructure. C'est-à-dire on a l'infrastructure, maintenant il faut les applications. C'est-à-dire le citoyen ou l'utilisateur final, en réalité, ne perçoit pas l'installation, ne perçoit pas l'infrastructure. C'est les applications métiers, c'est les logiciels, c'est des plateformes intelligentes que voilà, l'utilisateur utilise et se rend compte que bon, vraiment nous sommes dans une digitalisation au Burkina Faso. Donc en vérité, il y a un lien, ça veut dire qu'à la base, il y a d'abord le G-Cloud qui permet de mettre en place les infrastructures, sans quoi e-Burkina, en vérité, ne peut pas exister. C'est tout à fait cela. C'est-à-dire, à la base, nous avons l'infrastructure de base même qui est le backbone. Je pense qu'on va en parler. Et après le backbone, vous avez maintenant le G-Cloud qui est l'infrastructure, les serveurs, je dirais les grandes plateformes. Et après, on a la partie applicative, c'est-à-dire les sites web, les applications métiers. Ça, c'est vraiment le soft. Voilà, les services. En fait. Les services, voilà. Après, avec le e-Burkina, on a les services. Alors, voilà. Vous parlez effectivement, parlant de services, on parle de e-Burkina au service du monde rural. Comment ça se passe tout ça? Alors, e-Burkina au service du monde rural, vous savez qu'au Burkina Faso, nous avons plus de 80% de la population qui est rurale et donc l'activité première est l'agriculture et l'élevage. Donc une grande partie des ressources vont être consacrées donc à ce secteur d'activité. Parce que vous savez aussi que la technologie offre beaucoup de solutions pour le monde rural, pour moderniser, si vous voulez, l'agriculture et le monde rural. Vous savez aujourd'hui, qu'avec un SMS, on arrive à déclencher le système d'irrigation d'un champ et qu'avec un SMS, on arrive à lancer aussi un système de traitement quelconque. Donc, ce que nous allons faire, c'est vraiment permettre à ces 80% de la population de bénéficier des avantages qu'offre la technologie en leur dotant d'infrastructures de communication, des outils d'information, de bonnes pratiques dans le domaine du numérique, mais spécialement dans le monde rural. On a déjà vu effectivement l'expérience avec le ministère de l'Agriculture, mais beaucoup se sont dit, c'est là un effet de mode, hein, comment nos paysans pourront effectivement se servir de cet outil pour véritablement développer leur activité. Bon, déjà, en matière de communication, ça va les permettre de mieux communiquer et ensuite d'être au courant, d'apprendre les bonnes pratiques de culture, de bonnes pratiques d'élevage.
Et quand on parle d'informatique, ce n'est pas seulement en français ou en anglais. On peut créer des contenus en langue locale que nos paysans, nos cultivateurs comprennent. Donc, ils vont apprendre à mieux cultiver, apprendre à mieux faire l'élevage, apprendre à mieux préserver l'environnement. Donc, c'est de ça qu'il s'agit en fait. C'est de leur donner des outils dont ils ont réellement besoin et qu'ils puissent apprendre au quotidien d'eux-mêmes à s'améliorer et voilà. Concrètement, c'est quoi? iBourkina leur donne juste l'information pour améliorer le rendement, par exemple, prévoir la météo, par exemple, etc. C'est bien ça? C'est ça en partie. Et aussi, iBourkina va leur permettre, par exemple, d'être au courant des prix des céréales dans les marchés environnants et même à l'extérieur, pour savoir quand est-ce qu'ils se déplacent, quand est-ce qu'ils ne se déplacent pas, et pour savoir quand est-ce que, quelle est la période, la meilleure période pour eux de vendre les céréales ou pas. Donc c'est un ensemble de bonnes pratiques et d'outils qu'on va mettre donc à leur disposition. Alors quel est l'apport pour l'efficacité de l'administration publique burkinabé, considérée aujourd'hui comme lourde, hein? Tout à fait. C'est-à-dire le iBourkina va permettre donc la construction d'un ensemble de services, l'automatisation d'un ensemble de services, ce qui va réduire le contact humain, donc diminuer du coup la corruption. Donc ça va permettre de rendre l'administration publique performante. Et le fait qu'on va automatiser un certain nombre de services, ça va permettre à l'administration d'être vraiment efficace, d'accélérer dans le traitement donc des dossiers. Je prends un ministère agro-effectif comme le MENA, l'éducation nationale. Aujourd'hui, vous avez encore des enseignants qui entendent d'être mandatés, on parle de reclassement, on parle de correction, et tout ça, ça prend des années, ce sont des fonctionnaires qui se retrouvent dans une situation difficile. C'est ça. En fait, c'est bien cela. C'est-à-dire que si l'administration est moderne et que les applications métiers sont en ligne, je parle par exemple de tout le système de management des fonctionnaires et que les enseignants ont accès à ça par téléphone, sur Internet, ils n'ont pas besoin d'abandonner les classes, de venir à Ouaga ou dans les chefs-lieux de région pour suivre l'avancement de leur dossier. Donc c'est tout cela qu'il s'agit. Ça va permettre vraiment de moderniser l'administration et faire en sorte que les gens puissent rester à leur poste et puis voilà, suivre leur dossier. Ils n'ont pas besoin de faire le déplacement vers les chefs-lieux de région. Ça a aussi créé une sorte de transparence aussi dans l'information administrative. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Le fait qu'on va limiter le contact humain, ça va amener plus de transparence et le fait que ce soit des machines, des applications qui gèrent le traitement de l'information, les dossiers, forcément ça va amener beaucoup plus de transparence dans l'administration et comme je l'ai dit, c'est ça qui va rendre notre administration beaucoup plus performante et encore plus proche de ses usagers. Et où en est-on effectivement avec l'état de mise en œuvre de ce projet? Le projet iBourkina vient d'être lancé en novembre dernier, donc je pense qu'il est très tôt pour faire un bilan de réalisation de ce projet. Donc on peut dire qu'il est bien en marche. Il est très bien en marche. Il a été lancé sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Premier ministre et c'est un projet financé par la Banque mondiale et les outils de suivi et de pilotage sont déjà en place et c'est un projet qui promet. Et ça coûte combien? Ça va coûter un peu plus de 13 milliards de francs CFA sur 5 ans. Sur 5 ans. Alors, derrière, c'est quoi? L'aménagement numérique du territoire, c'est bien ça. Aujourd'hui, il y a quelques années déjà, on parlait de faire en sorte effectivement qu'au niveau donc, de l'intérieur du pays, des provinces, l'administration effectivement soit suffisamment numérisée. Qu'en est-il aujourd'hui? Cette préoccupation est prise en charge au niveau de plusieurs projets. D'abord le projet Backbone pour ce qui concerne l'infrastructure. Le G-Cloud aussi qui va permettre de relier un certain nombre de directions régionales dans les communes et aussi donc le iBourkina qui va être la partie applicative et qui sera déployée sur toute l'étendue donc du territoire. Troisième grand projet de votre département, vous l'avez dit, c'est peut-être la base, hein, ça commence peut-être par là, le projet Backbone national de télécommunications. Oui. Alors, le Backbone
C'est un projet d'infrastructure de base, c'est un projet de transport de données numériques. De façon imagée, je dirais, c'est un réseau routier. Et c'est vraiment la base pour tout ce qui est comme infrastructure dans le domaine du numérique. Et ce projet devrait nous permettre de relier les 13 chefs-lieux de région, les 45 provinces et les 351 communes pour faciliter, pour fluidifier le transport des données numériques, le transport de la voix, le transport des vidéos. C'est vraiment la base, c'est le préalable, c'est l'infrastructure de base dont nous avons besoin pour tout projet numérique. Et ce n'est pas physique comme on pourrait le voir pour les routes par exemple? Ce n'est pas physique, je dirais c'est aussi physique parce que c'est de la fibre. C'est de la fibre, il faut faire des travaux de génie civil pour faire passer la fibre. Maintenant, ce n'est pas visible, voilà, c'est pas visible tous les jours, mais c'est des routes, je dirais des routes numériques. Voilà. Et là, tel que présenté aujourd'hui, avec tout ce travail qui doit se faire, de fibres, etc., ça a un coût. Ça a un coût et nous avons scindé le projet en plusieurs phases. Nous avons une première phase dont le lancement va se faire dans quelques jours par le chef de l'État en marge des festivités du 11 décembre et une seconde phase qui va suivre après. La première phase va permettre de relier 11 chefs-lieux de région sur les 13. Ça va permettre de relier 27 chefs-lieux de province sur les 45 et 80 communes sur les 351. Ce qui n'est pas négligeable, mais ce n'est pas optimum. C'est pour ça que nous avons une deuxième phase et là qui va permettre donc de relier les 13 chefs-lieux de région parce qu'on était sur 11 sur les 13 et les 45 provinces et les 351 communes. Concrètement, qu'est-ce qui va changer? On pourrait se demander effectivement ces projets lancés à la limite concomitamment, c'est des projets qui sont en cours, c'est 3 projets. On pourrait penser que le backbone, sans ça, les autres ne peuvent pas être opérationnels. Les autres peuvent être opérationnels, mais pas à un niveau de fonctionnement optimal. L'idéal aurait été qu'on ait déjà l'infrastructure de base et ensuite l'infrastructure supérieure qui est le G-Cloud, les machines, les serveurs et autres, et ensuite la partie applicative. Et comme nous avons pris du retard, nous sommes obligés de mener les projets concomitamment. Et donc nous avons le backbone qui va la première phase qui va commencer dans quelques jours. Le G-Cloud est à plus de 50% réalisé, c'est-à-dire pour ce qui concerne Ouagadougou, l'infrastructure est déjà exploitable, et le e-Burkina qui vient de démarrer et qui va permettre donc de construire les applications. Donc l'avantage c'est qu'au finish dans 1 à 2 ans, nous allons avoir un écosystème, un environnement en tout cas favorable où on peut sentir réellement le niveau de digitalisation de notre pays. Et tout cela va nous apporter quoi concrètement? Parce que c'est ce qu'on a envie de mesurer. Une chose est d'avoir toutes ces infrastructures, d'avoir ce niveau de digitalisation. Mais derrière, en termes d'apport, qu'est-ce qui change dans le développement du Burkina? Alors, avec ces infrastructures, c'est la mise en œuvre de nos cyberstratégies. Nous allons avoir l'e-santé, la santé vraiment fortement impactée par le numérique. Vous allez avoir des enseignants qui sont à jour, c'est-à-dire même sans aller en formation, ils ont les meilleures pratiques, ils sont en contact avec les autres. Vous allez avoir les spécialistes qui restent à Ouaga et qui peuvent consulter des patients qui sont dans les provinces et autres. Donc c'est un niveau de santé, de confort des populations qu'on va avoir avec l'infrastructure réalisée. Également dans le domaine de l'éducation, on va avoir plus de compétences, on va avoir des enseignants qui sont plus compétents et on va avoir plus d'élèves formés, plus d'étudiants formés. Nous avons ce projet d'université virtuelle où les étudiants vont rester chez eux
et avoir l'éducation, la formation comme s'ils étaient à Ouagadougou ou à Paris quelque part dans le monde. Donc on va avoir une meilleure qualité de l'éducation, on va avoir un monde rural assez moderne et on va avoir beaucoup de transparence, moins de corruption dans l'administration. On va avoir une administration publique performante. Ça va offrir beaucoup de possibilités au secteur privé. Ça va créer beaucoup d'emplois. Voilà, c'est tout ce que... Le numérique aujourd'hui, c'est un gros potentiel en matière de création d'emplois, malheureusement, effectivement. Chez nous, ce n'est pas encore le cas. Oui, malheureusement, l'industrie numérique n'est pas une réalité au Burkina, malheureusement. Mais au ministère, nous avons une direction générale qui ne s'occupe que de ça, du développement de l'industrie numérique, qui fait en sorte que les Burkinabés ou les jeunes entrepreneurs burkinabés puissent, à travers le numérique, développer déjà leur start-up, développer leur génie créateur, se lancer dans l'entrepreneuriat et utiliser les potentialités pour développer leurs activités. Tout cela demande effectivement aussi à crédibiliser, à créer cette confiance vis-à-vis des technologies de l'information et de la communication. Quand je parle surtout en termes de création d'emplois aujourd'hui, on voit qu'ailleurs, dans les pays occidentaux par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'emplois qui se créent à travers le numérique. Oui, parce qu'avec le numérique, tout est simplifié. C'est-à-dire que si j'ai mon laptop, mon ordinateur avec une connexion Internet, je peux faire beaucoup. Même de chez moi, je crée mon emploi. Et puis, oui, créer votre emploi. Et avec le numérique, on efface tout ce qui est notion géographique, de bureau géographique. Donc, avec un ordinateur et une connexion Internet, on a le carrefour des possibles qui est vraiment ouvert. C'est-à-dire on a accès à tout. On peut faire de l'e-commerce, on peut faire des prestations à distance. Il suffit d'avoir une matière grise, un savoir-faire, un ordinateur, une connexion Internet, et puis on a le carrefour des possibles. De belles opportunités en perspective. Ça suppose aussi que côté formation, je veux dire professionnelle, on travaille aussi à en faire en sorte que de plus en plus les jeunes s'intéressent aussi à ce secteur. C'est tout à fait le cas et aujourd'hui, je dirais qu'il y a un manque criard de ressources humaines dans le domaine du numérique. C'est pour ça que le ministère a aussi en projet la création d'une école du numérique en partenariat avec d'autres collaborateurs et il faut qu'on arrive à créer une masse critique d'experts dans le domaine du numérique pour accompagner la digitalisation de notre pays. Parce que c'est de gros potentiels en perspective. On a déjà au niveau du gouvernement parlé un peu de ce e-conseil des ministres, etc., qui devrait par la suite. Qu'en est-il? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le conseil des ministres est numérisé suffisamment? C'est en cours, c'est un projet en cours. Et moins de papier désormais? Moins de papier, on fait en sorte que l'administration déjà utilise moins de papier. Aujourd'hui, on a l'avantage d'avoir beaucoup de premiers responsables qui sont rompus au numérique, qui sont vraiment je dirais des ambassadeurs numériques et qui font en sorte, qui font de telle sorte que tous les jours on puisse utiliser moins de papier. Je prends l'exemple d'un ministère comme l'éducation nationale où je pense sur une année, les initiatives déployées ont permis d'économiser 120 millions sur le budget du ministère, ne serait-ce que sur le volet paperasserie, 120 millions. C'est important. Donc le numérique permet en tout cas d'économiser, de réduire le train de vie de l'État. Donc imaginez, ça c'est un ministère qu'on multiplie sur la trentaine de ministères qui existent. Voilà, c'est 120 millions par 30. Oui, sur le budget, d'économie sur le budget de l'État. En tant que patron du développement de l'économie numérique, est-ce que vous êtes regardant un peu effectivement sur le fonctionnement des autres ministères sur ces questions-là?
Regardant, oui, on essaie d'interpeller, par moment on essaie d'interpeller. Et au niveau du ministère, quand on travaille sur un document, on s'envoie bien sûr par mail, on finalise le document avant d'imprimer. On n'imprime que quand c'est réellement nécessaire. Alors, tout cela, effectivement, comme je l'ai dit, la formation professionnelle elle est importante, mais au-delà, c'est aujourd'hui tous ces fonctionnaires, tout ce personnel de l'administration qui doit être également mis au diapason de la technologie pour pouvoir effectivement l'utiliser quand tout cela sera mis en place. C'est ça, et on s'emploie à le faire de façon régulière. Et en marge très souvent de la Semaine nationale de l'Internet et des TIC, nous organisons des campagnes de formation de masse au niveau de l'administration, mais souvent même au niveau déconcentré dans les provinces et encore à la faveur donc de la célébration de la fête nationale à Gawa, nous avons pour projet de former au moins 500 personnes de la région du Sud-Ouest. Donc on s'emploie à le faire régulièrement pour qu'il y ait en tout cas une masse critique de fonctionnaires ou de Burkinabés qui savent utiliser l'outil informatique. Et l'outil informatique, également, c'est peut-être l'autre défi, l'importation de ce matériel, ou faire en sorte que l'accessibilité effectivement de ces outils, ça aussi c'est l'autre défi pour le gouvernement. Ouais, parce qu'une chose est d'avoir les infrastructures, mais une chose aussi est d'avoir le matériel, l'outil pour pouvoir les utiliser. C'est ça, c'est un grand défi. Et nous avons un projet, nous avons un grand projet qui est un citoyen ordinateur qui va bientôt voir le jour et qui est porté par un privé avec l'accompagnement de l'État, notamment donc du ministère de l'économie numérique. Et ça va permettre à un prix symbolique de doter, en tout cas les citoyens qui le désirent, qui ont le besoin de se doter d'un outil, d'un ordinateur performant comme outil de travail. À commencer par nos universités publiques, ça a été une promesse du président Faso. Oui, ce projet est déjà en cours. Il est déjà en cours, le projet Un étudiant, un ordinateur. Ça devrait être effectif courant 2017. Malheureusement, il y a un appel d'offres qui a été lancé et qui a été infructueux parce que quand on a reçu les offres, c'était hors budget. Mais il est en cours, il y a un partenaire stratégique, la Banque mondiale, qui appuie ce projet. Et en début 2018, ce projet sera une réalité. Une bonne nouvelle donc pour nos étudiants, on peut le dire. De façon globale, si on vous disait de mesurer un peu la mise en œuvre du programme présidentiel dans votre département précisément, est-ce qu'on peut dire que le niveau des promesses, il est satisfaisant aujourd'hui? Au jour d'aujourd'hui, il y a de très bons espoirs. Dans le programme présidentiel, il est prévu 5000 km de fibres optiques. Et les projections avec les données qu'on a aujourd'hui nous font dire qu'on va aller au-delà. Au-delà, on va... Au-delà de l'objectif fixé par le président. Au-delà de l'objectif fixé, on va aller au-delà des 10 000 km de fibres. Complètement le double? Complètement le double. Complètement le double. Les 2000 km vont être lancés dans quelques jours par le chef de l'État. Et juste après, nous avons une seconde phase qui compte au moins 8000 km. Et en plus, nous avons déjà 300 km de fibres optiques déjà posées. Et dans le cadre du G-Cloud, il y a une partie longue distance sur un peu plus de 400 km. Donc l'un dans l'autre, vous voyez qu'on va aller nettement au-delà des 10 000 km de fibres optiques. Là, c'est déjà un objectif atteint, on peut le dire. Objectif atteint. Et ce qu'il faut dire, c'est que c'est une infrastructure que nous réalisons aujourd'hui, mais qui va être utilisée sur les 30 prochaines années. C'est vraiment orienté jeunesse, c'est pour la génération future. Et c'est l'infrastructure de base. C'est-à-dire qu'une fois réalisée dans les deux années à venir, le pays n'aura plus besoin. C'est-à-dire qu'on va avoir le temps de faire la promotion de l'outil informatique, la promotion du numérique, réellement amorcer la digitalisation parce que l'infrastructure de base sera déjà au rendez-vous.
Au rendez-vous, on ne peut pas concevoir tout cela aujourd'hui sans une bonne qualité de fourniture Internet. Comment vous l'appréciez aujourd'hui au Burkina, la qualité de l'Internet fourni par les compagnies de téléphonie? Alors, l'Internet au Burkina Faso, ce qu'il faut reconnaître, c'est que l'Internet arrive par des câbles sous-marins qui arrivent aux côtes maritimes. Et étant un pays enclavé, nous devons payer un coût supplémentaire pour amener l'Internet dans notre pays. Ce qui fait que malheureusement, l'Internet est aujourd'hui hors de portée du citoyen lambda. C'est-à-dire que pour avoir une connexion acceptable, je dis acceptable, ce n'est pas encore le haut débit, il faut débourser entre 22 000 et 25 000 francs CFA par mois, ce qui n'est pas acceptable. Internet aujourd'hui devrait être considéré comme un droit, tout comme le droit à l'eau potable, le droit à l'électricité. Donc on travaille. Présentement, ce que nous faisons, c'est d'arriver à multiplier les sorties vers les pays côtiers. Nous avons la connexion déjà avec la Côte d'Ivoire, nous avons la connexion avec le Ghana, nous travaillons à ce qu'on puisse avoir la connexion et avec le Bénin et le Togo, les 4 pays frontaliers côtiers de notre pays. Et c'est ce qui va faire que l'Internet soit accessible, que tous les citoyens puissent avoir accès à l'Internet à un prix vraiment acceptable. Et avec le réseau backbone qui se construit, une fois qu'on a ce backbone et les différentes sorties vers les pays côtiers, on peut en ce moment, avec les opérateurs de téléphonie, en tout cas avoir un Internet à un prix vraiment acceptable. Aujourd'hui, le problème n'est pas forcément la capacité. C'est vrai que nous avons un peu moins de 20 gigabits par seconde pour ce qui est de la bande passante internationale. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas l'infrastructure de base, c'est-à-dire l'infrastructure de transport. Même si nous avons la capacité, le transport pose problème. C'est pour ça, c'est vraiment ça la pertinence du projet Backbone que nous allons lancer dans quelques jours. C'est-à-dire que même si on a la capacité et on n'a pas ce réseau de transport, à la limite, c'est peine perdue. Donc, il faut effectivement travailler sur l'infrastructure, ce qui va impacter par la suite effectivement les questions de coût et de débit. C'est bien ça. Sinon, aujourd'hui, les citoyens, les Burkinabés se plaignent de la qualité du service servi. Et on a l'impression qu'au niveau de l'État, on ne fait rien vis-à-vis de ces compagnies de téléphonie mobile, à la limite considérées en GIF comme des voleurs. Alors, il y a une autorité de régulation qui gère cet aspect, qui gère la réglementation, la régulation des communications électroniques. Et ils font des contrôles périodiques, je dirais même maintenant un peu de façon plus rapprochée. Et ils sont interpellés à chaque fois qu'il y a des manquements. Mais c'est vrai, je reconnais qu'on peut faire mieux. On peut faire mieux. Et là, il y a un gros facteur, je l'ai dit tantôt, il nous manque l'infrastructure de transport. Ça, c'est vraiment un handicap qui fait qu'on a une mauvaise connectivité au Burkina Faso. Donc, vous voulez nous dire que ce n'est pas forcément la faute aux fournisseurs? La faute est partagée. La faute est partagée. Quoique dans les autres pays, c'est les opérateurs de téléphonie qui sont chargés de construire donc, ce réseau de transport. Maintenant, ils sont privés et ils investissent dans les zones où l'activité est plus ou moins rentable. Mais pourtant, l'État a la responsabilité de faire en sorte que chaque citoyen ait accès à la technologie. Ce qui fait qu'en Afrique, on voit que les États, à la limite, se sont substitués aux opérateurs de téléphonie et se mettent donc à construire cette infrastructure de base. D'accord. Alors, autre souci, c'est aujourd'hui l'utilisation des réseaux sociaux au Burkina Faso. C'est que c'est de plus en plus, les Burkinabés sont de gros consommateurs des réseaux sociaux, mais cela n'est pas sans conséquences, sans impact. Alors, comment vous appréciez aussi de façon globale l'utilisation des réseaux sociaux au Burkina aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, les réseaux sociaux, je dirais, c'est le moyen incontestable, c'est la source d'information incontestable des Burkinabés.
C'est-à-dire quand on se lève, le premier réflexe c'est de voir voilà, qu'est-ce qu'on a déjà sur les réseaux sociaux. Et la preuve c'est que quand il y a une activité qui se mène, la seconde suivante, sinon en live même, on a les images, les vidéos sur les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment une source d'information incontestable. Alors, et ça ne devrait pas en fait cacher le revers de la médaille parce que chaque consommateur, utilisateur est devenu lui-même un journaliste, un producteur donc d'informations. Et aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, vous avez non seulement l'information, vous avez la désinformation, vous avez les arnaques, les attaques, la cybercriminalité qui se propage à une vitesse exponentielle. Alors, ce qu'on doit faire, à mon avis, c'est de continuer à sensibiliser, à former et aussi à légiférer pour que des citoyens innocents ne payent pas le prix de l'accès à tous aux canaux d'information. Parce que là, tout le monde a accès, tout le monde est producteur et consommateur d'informations. C'est là où est le danger. Donc, il faut continuer à former, à sensibiliser et surtout à légiférer pour qu'en cas de manquement, que ces personnes soient interpellées et sanctionnées. Légiférer sans pour autant limiter l'accès. Aujourd'hui, les principes même de l'Internet font qu'on ne peut pas limiter l'accès. On ne peut pas limiter l'accès. On a le bien et le mal, donc il faut former, il faut sensibiliser, il faut éduquer et légiférer et puis pour pouvoir sanctionner en cas de manquement. Parce qu'avec tous ces grands projets de votre développement en termes d'infrastructures numériques, on imagine que c'est une utilisation qui va encore aller croissante. C'est ce que nous espérons. C'est ce que nous espérons et nous travaillons pour cela. D'accord. Alors, nous sommes en fin d'émission. Un mot quand même sur les postes aujourd'hui qui doit aussi se mettre au diapason des technologies pour pouvoir survivre. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le cœur de métier même de la Poste qui est impacté par le numérique. Je veux parler du courrier classique qui est impacté donc par le courrier électronique. Mais qu'à cela ne tienne, au niveau de la Sonapost, la Société nationale des postes, ils ont pu résister à ce changement. Ils ont créé des produits et services innovants qui font que la Sonapost continue à réaliser donc, des bénéfices et on peut dire que la Sonapost a encore de beaux jours devant elle. Et aussi, les plus hautes autorités de ce pays ont de grandes ambitions pour la Sonapost. Nous avons été instruits à retravailler, à faire en sorte que les services financiers postaux soient restructurés en banque postale. Et ce projet est en cours et vous aurez très bientôt la banque postale au Burkina Faso qui va utiliser le réseau postal qui existe déjà, qui va être une banque vraiment proche de sa clientèle et qui va offrir aux citoyens des produits financiers vraiment proches de leur réalité quotidienne. Alors, on est, comme je l'ai dit en fin d'émission, on peut le dire, aujourd'hui, le Burkina Faso, on peut dire qu'il y a des espoirs, l'avenir est dans le numérique et il y a des espoirs à travers ces grands projets de votre département. Il y a vraiment de l'espoir, le numérique c'est une opportunité et en tant que visionnaire, le chef de l'État a vu juste, donc il s'est investi dans la création d'infrastructures de base, c'est ce qui manque à notre pays et sous son très haut patronage, nous allons assister le 10 décembre prochain, donc dans quelques jours, à marge des festivités du 11 décembre, le lancement du fameux, de l'ambitieux programme d'infrastructure de base, le réseau routier numérique, le réseau de transport qui va servir à transporter les données numériques, la voix et les vidéos. Et ce projet sera une réalité et donc les travaux vont commencer le 10 décembre à Gawa et sous le très haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Et en avant pour un Burkina numérique. Merci de répondre à notre invitation. Je vous en prie. C'est moi qui vous remercie de l'opportunité que vous nous offrez en échangeant sur le département donc chargé du numérique. Merci, Madame. Je rappelle, Mesdames, Messieurs,
que dans le fauteuil blanc ce soir, il y avait Mme Adja Ouattara Sanon, la ministre du Développement, de l'économie numérique et des postes du Burkina Faso. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellent suite de programme sur la chaîne au cœur de nos défis. Un bonsoir particulier à tous nos compatriotes qui nous suivent du côté de Libreville au Gabon. Bonsoir.